Yo, salut tout le monde, bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui, vidéo consacrée intégralement à la review de WWE Elimination Chamber version 2019. Alors une review qui arrive, vous qui suivez l'actualité de la chaîne, avec à peu près 2 semaines de retard, tout simplement parce que j'étais pas en Europe, donc j'avais pas accès à des réseaux permettant de télécharger le show, de le regarder et encore moins de l'uploader. Donc c'est maintenant chose faite, on va se lancer sans plus attendre dans cette grande review du deuxième pay-per-view de l'année, après le Royal Rumble, avant Fastlane et avant WrestleMania. Donc on est déjà un petit peu dans la road to WrestleMania. Donc le show, il a commencé avec l'Elimination Chamber des femmes. Le match, il a duré 32 minutes, je vérifie juste mes notes, oui, 32 minutes. Ça a commencé, j'ai trouvé, de manière assez, comment dirais-je, franchement assez molle, assez maladroite. On s'est pas mal ennuyé dans la première partie du match. C'était... Ouais, il y avait... Bon, forcément, il a fallu attendre que quasiment toutes les catcheuses soient dans le ring pour qu'il y ait un petit peu d'action. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était franchement les 2 premiers tiers du match. Moi, j'ai trouvé ça presque horrible parce qu'on est en tout début de show. En tout début de show, il faut quelque chose de rapide, qui claque, qui donne du rythme, qui donne du peps. Là, c'était tout sauf ça. Donc le début, c'était presque un calvaire pour moi. Franchement, je sais pas ce que vous avez pensé de ça. Comme d'habitude, vous balancez vos commentaires, comme ça on va pouvoir en discuter tous ensemble. Mais le début du match vraiment horrible. Et puis après ça a bien décollé. Ça a bien décollé. C'était à quel moment il me semble que c'est quand Nia Jax elle va s'éclater là dans une des pods là, des petites boîtes qui referment les catcheuses. Et c'est à ce moment-là que la foule un petit peu s'est réveillée. Et pour ce qui est du tiers suivant du match, c'était tout à fait correct, voire bon pour certains moments. Donc voilà, ça a un petit peu nivelé le début qui laissait à désirer. Donc 32 minutes, franchement c'est beaucoup trop long. Alors il y a la contrainte des règles du Elimination Chamber avec le nombre de minutes qu'il faut attendre avant que chaque cellule s'ouvre. Donc forcément ça fait par nature un match assez long. Personnellement, j'ai trouvé que les nanas, c'était encore trop chorégraphié, trop mou, c'était aussi assez approximatif. Peut-être tout simplement parce que c'était trop long et qu'il y avait trop d'actions, trop de choses à retenir. Bref, c'était pas au niveau de ce qu'on était en mesure d'attendre. Et puis au niveau du résultat, donc Sasha Banks et Bayley, la Hug and Boss Connection, qui remportent les premiers titres féminins par équipe, même si c'est pas les premiers titres féminins par équipe, il y en a eu déjà il y a 30 ans. Ça c'est un autre sujet sur lequel on pourrait revenir, mais on va pas le faire dans cette vidéo. Donc elles ont gagné les titres, c'était sympa, c'était attendu, on voyait pas d'autres équipes gagner les championnats, enfin surtout pour cette première victoire. Donc ça s'est fini sur une bonne note, on va dire, avec une fin de match qui était sympa. Il y a même eu des kick-out qui ont vraiment fait réagir la foule. Mais ça n'a pas non plus totalement compensé le début de match qui était allez, on va le dire, presque catastrophique. Donc une très bonne fin et un très mauvais début. Avec... allez, on laisse le bénéfice du doute dans ce premier exercice féminin de Elimination Chamber, qui est quelque chose de malgré tout assez périlleux. Donc pour un essai, c'était absolument pas un coup de maître, mais plutôt que mettre une note moyenne, allez, on va mettre une petite note au-dessus de la moyenne pour encourager toutes ces catcheuses. Donc ma note pour l'Elimination Chamber féminin, c'est 3 points de suture. Ensuite, on a eu le match pour les championnats par équipe de SmackDown entre la meilleure équipe du monde, le Miz et Shane McMahon, contre les Usos. Alors, avant d'arriver dans le match, vous avez peut-être suivi dans les actualités que Jimmy Uso et sa femme Naomi, qui d'ailleurs a catché juste avant dans l'Elimination Chamber, se sont fait arrêter. Donc on aurait pu penser que Jimmy Uso, on lui fasse un petit peu payer cet écart de conduite, et bien souvent, comme ce que fait la WWE, c'est quand on attend quelque chose de presque sûr, juste par principe, en mettant leur propre principe au placard, juste par principe, ils prennent la tangente et ils font l'inverse. Donc Jimmy Uso, qui se fait arrêter par les flics,
à quelques jours d'un match de championnat, forcément on va se dire qu'il est, comme on dit, dans le doghouse, qui se fait un petit peu détester en coulisses, et qu'on va lui faire payer le truc. Et bah non, justement, ils ont fait l'inverse total, en faisant gagner les Usos. Mais avant d'aller là-dedans, on va reprendre chronologiquement. Avant que le match commence, il y a le Miz qui arrive. Il se pointe au niveau de l'entrée, donc il va pas dans le ring, il a le micro, et il présente sa femme Maryse, en disant que s'ils avaient une fois une nouvelle grande annonce à faire, eh bien l'univers de la WWE serait les premiers prévenus. Et bien là, c'est chose faite, le Miz et Maryse nous annoncent l'arrivée imminente en tout cas moins de 9 mois, de leur deuxième enfant. Donc ok, pourquoi pas, sur le principe c'est sympa, mais je sais pas si c'était le cadre dans lequel c'est le plus pertinent de faire cette annonce. Ils auraient peut-être dû le faire dans un Miz TV à Raw ou quelque chose, ou à SmackDown, pardon. Là, au milieu d'un pay-per-view, en tout début de match, en plus ça a duré 30 secondes, ils ont fait l'annonce et après Maryse est retournée au vestiaire. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, d'autant plus que l'annonce finalement ne sert à rien par rapport au contexte dans lequel elle s'inscrit. Et puis, ce qui a encore rajouté au côté un petit peu malaisant du truc, c'est les commentateurs. Je sais pas si ça vous a frappé, mais les commentateurs, ils ont vendu ça comme waouh, l'annonce de taré, c'est un truc de fou. Enfin, moi j'ai trouvé ça tellement horrible au niveau du décalage qu'il y a entre la réalité de l'annonce et la manière dont les commentateurs réagissent. Ouais, c'est un truc, qui m'énerve de plus en plus à la WWE, ces situations qui sont, on va dire, c'est des situations de catch, c'est normal qu'on voit des choses un petit peu étonnantes, mais quand les commentateurs réagissent soit de manière extrêmement sérieuse ou extrêmement choqués, enfin voilà, tout ce qui est comportement extrême de la part des commentateurs alors que la situation ne l'est pas forcément, je trouve que ça décrédibilise tout ce qui se passe à l'écran. Et là c'était le cas, je me suis vraiment dit mais pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça? Ils devraient juste être ah c'est super, félicitations, etc. Mais pas comme si c'était l'annonce du siècle. Enfin bon, il faut pas... Voilà. Ce match-là aussi, il a commencé de manière assez molle et inintéressante. Je reprends mes petites notes pour pas perdre le fil. Donc oui, c'était assez mou. Le match en tout a duré, combien j'ai mis, presque 14 minutes. Donc début mou, assez inintéressant, parce que finalement il y a un des 4 bonhommes qui n'est pas un catcheur, Shane McMahon, donc c'est assez limité dans ce qu'il est capable de produire dans le ring. Par contre, à partir du moment où il a fait son premier coast to coast, là ça a bien décollé. La foule s'est réveillée. Et puis lors du deuxième coast to coast, alors évidemment il n'a pas écouté mes conseils que j'avais donnés. C'était lors du Rumble, je le prie, Shane McMahon, d'arrêter de faire des coast to coast qui sont contrés en quelque chose, parce qu'à chaque fois c'est un risque énorme. Et là, une fois de plus, quand il s'est pris le super quick de Jey Uso alors qu'il faisait le coast to coast, il y a quand même 6 mètres de distance d'un côté à l'autre du ring. Faut pas oublier qu'il a 49 ou 50 ans, je vais pas vérifier. Je veux dire, c'est pas tout jeune non plus, il faut savoir se ménager. En plus, s'il arrive à faire un coast to coast, c'est bon. On est bien, ça réveille la foule, tout est ok, mais voilà, il n'est pas obligé d'en faire un second. Et il est encore moins obligé d'après monter sur la 3e corde pour faire sa descente du coude à travers la table de commentateurs à l'extérieur du ring. Ça aussi, c'est un truc de taré, quoi. Je le répète, il a presque 50 ans, Shane McMahon. La première fois que je l'avais vu faire ça, c'était face à Test. Ah tiens, d'ailleurs, c'est intéressant. Donc là, on est en 2019. La première fois que je l'avais vu faire cette descente du coude de la 3e corde vers la table des commentateurs à l'extérieur, c'était contre Test lors de SummerSlam 1999. Et en termes de chronologie, c'est très intéressant, entre guillemets, parce que je viens de me souvenir que Test, il est mort en 2009. Donc pile, ouais, c'est intéressant. Enfin, intéressant. Chronologiquement, c'est étonnant. Donc voilà, ça fait 20 ans que Shane McMahon il fait ça. Il pourrait, je pense, s'en passer. Et s'il ne peut pas s'en passer, ça veut dire qu'il n'a pas le niveau pour produire un spectacle dans le ring qui puisse générer des vraies réactions de la part de la foule sans qu'il se mette totalement comme ça en porte-à-faux, qu'il prenne des risques inconsidérés. Au niveau du finish, donc les Usos remportent le match. Le Miz porte son Skull Crushing Finale. Et puis, alors qu'il tente le tomber, eh bien, il se fait renverser. Donc ça, j'aime pas, parce que ça décrédibilise la portée et l'importance du finish. Il se fait contrer 1, 2, 3. Et les Usos remportent
les titres par équipe dans ce match relativement moyen auquel je mets une note de 2 points de suture et demi. Et à l'issue du match, Shane et Miz retournent dans les vestiaires bras dessus, donc visiblement ils sont pas fâchés. On va voir ce que ça va amener jusqu'à WrestleMania. Mais une fois de plus, Shane, si tu parles français et que tu regardes ces vidéos, s'il te plaît, fais un coast to coast, fais une descente du coude, mais ne surcharge pas tous tes matchs de risques inconsidérés parce que j'aimerais bien te voir encore à l'image pendant au moins 5, 10, 15 ans et j'ai pas envie qu'il se passe quelque chose de grave, surtout quand on arrive, alors c'est pas un âge avancé, c'est pas du tout ça que j'ai envie de dire, mais vous avez un petit peu saisi l'idée, quoi. C'est... Voilà, on n'a pas 25 ans, on n'a pas 30 ans toute sa vie, et puis même si physiquement il en est toujours capable, j'ai peur qu'un jour on se rende compte qu'il y a un truc qui passe pas, et là la conséquence par contre sera beaucoup plus grave que sur un snapmare ou une simple corde à linge. Ensuite, on a été accueilli par Paige, qui nous a fait un petit peu la promo de son nouveau film. Pas la grosse surprise, mais ce que je ne savais pas par rapport à ce film, c'est que il y a un réalisateur, auteur, producteur qui s'appelle Stephen Merchant, anglais, qui est réputé pour ses collaborations avec notamment, Ricky Gervais et Carl Pilkington, entre autres, qui est vraiment qui fait partie du projet. Donc je pense que ce film il doit être vraiment très cool, surtout sur la partie comique, et j'ai hâte de le voir parce que je pense que le fait que Stephen Merchant soit impliqué là-dedans, un nom qui est relativement peu connu, je pense que vous ne connaissez pas non plus, je vais le mettre comme ça en description pour que vous puissiez un petit peu chercher ce qu'il fait. C'est un grand mec très très maigre qui fait 2 mètres avec une tête de geek, des énormes lunettes un petit peu comme moi, on va dire. Et ouais, non, c'est un bon mec, donc je pense que le film sera bon. Ensuite, match handicap 2 contre 1 pour le championnat intercontinental. On a Bobby Lashley et Lio Rush contre Finn Balor. Finn Balor remporte le championnat intercontinental en 9 minutes. Qu'est-ce que j'ai pris comme note ? Pas grand chose en fait. Ce match, c'est un petit peu symptomatique des heures les plus sombres de la WCW, où on a d'un côté un catcheur qui est capable de remporter un titre sans battre le champion. Alors je sais qu'il y a des contextes qui s'y prêtent un petit peu plus, genre un match à 3, un match à 4 avec le premier tombé qui remporte le championnat, mais là Bobby Lashley contre Lio Rush et Finn Balor qui gagne le championnat intercontinental en battant Lio Rush, ça décrédibilise d'une part totalement le titre, parce que ça veut dire qu'en fait il y aura toujours des subterfuges un petit peu comme ça à la con pour balancer le titre dans la direction qu'on a envie, sans garder une vraie légitimité sportive et sans que le champion soit un champion qui ait battu un autre champion pour mériter sa ceinture. Donc non seulement ça, mais en plus, à la limite, on peut se dire que si Finn Balor avait été heel, donc le heel qui gagne un championnat sans le mériter, allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que ça permet de construire une rivalité qui va continuer jusqu'à ce que le champion récupère sa ceinture, parce que c'est lui qui mérite d'être champion et pas le heel qui triche, on va dire, ou qui trouve des petits moyens détournés pour obtenir une ceinture sans la mériter. Sauf que là, c'est pas du tout le cas. Finn Balor, il est face. Donc un face, c'est un champion. Un face, c'est quelqu'un de valeureux, de courageux, qui met du cœur à l'action et qui mérite ses victoires et ses défaites. Un face, n'est pas quelqu'un qui devient champion sans le mériter. Donc là, on est en plein non-sens et il ne faut pas s'étonner que les gens se détournent, ou en tout cas ne soient plus aussi investis émotionnellement dans le produit WWE quand on leur sert semaine après semaine, pay-per-view après pay-per-view, des petits détails, des petits trucs comme ça, où on se dit, bah voilà, c'est pas super logique. Et ce qui est intéressant, c'est, je sais pas si vous faites ça, lorsque vous regardez des shows WWE, est-ce que vous le regardez avec des gens qui ne sont pas fans de catch ? Parce que quand on regarde des shows avec des gens qui ne sont pas fans de catch, eh bien c'est eux les premiers qui vont nous permettre de comprendre
quelles sont les incohérences et qu'est-ce qui tient pas debout. Parce que nous, en tant que fans de catch, on connaît tout, on comprend tout, on connaît les codes, on connaît les comportements, on est capable d'anticiper beaucoup de choses. Donc tout ce qui est incohérent et tout ce qui est illogique, en fait, on passe dessus parce qu'on a déjà fait on est au-delà en termes de compréhension. Alors que quelqu'un qui n'est pas fan de catch, il va regarder ça vraiment 100% au premier degré. Et c'est au premier degré qu'on se rend compte que c'est n'importe quoi. Et j'en mets ma main à couper presque. Que si on regarde ce match avec quelqu'un qui n'est pas fan de catch, celui qui n'est pas fan de catch, il va pas comprendre ce qui se passe dans ce match. Il va pas comprendre pourquoi un gentil qui ne triche pas gagne une ceinture sans la mériter en battant quelqu'un qui n'a rien à voir avec le champion, si ce n'est d'être copain avec lui. Donc ce match, il a duré combien ? 9 minutes. Rien de spécial dans ce match, à part un petit peu de l'eau dans le gaz. Là, on a vu surtout après le match, finalement Bobby Lashley qui met une bonne mandale. C'était quoi, un spinebuster à Lio Rush. Mais pendant ce match, il s'est rien passé de spécial, si ce n'est Lio Rush qui, à chaque fois qu'il arrive plus trop à aller de l'avant, il fait le tag pour changer à Lashley. Par contre, la dernière minute, les dernières 90 secondes du match étaient vraiment super bien depuis le saut de Finn Balor. Donc très bonne fin de match, un match qui était sans intérêt, en plus pour le premier règne de champion intercontinental de Finn Balor. Donc, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on veut cimenter son héritage à la WWE en lui donnant des titres importants d'une manière qui ne l'est absolument pas ? Donc pour moi, un match presque qui a servi à rien, et j'ai mis seulement un petit 2 points de suture. Ce soir, on est au Toyota Center de Houston et il y a une annonce qui nous dit que l'année prochaine, pour le Royal Rumble, visiblement ça devient un petit peu la tradition, on sera de retour dans un grand stade de baseball, donc on va être sur les 40-50 000 spectateurs, et ce sera ici même à Houston. Je sais pas, est-ce qu'on va faire un voyage avec Ali de Catch Club ? Si jamais ça vous branche, qu'on étudie la question et qu'on regarde si ça pourrait le faire, de faire un voyage Royal Rumble à Houston au Texas tous ensemble l'année prochaine, allez, balancez les commentaires, et puis moi je vais voir après en coulisses avec Ali si... Ali de Catch Club, si ça vaut le coup de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, on a un petit passage filmé en house show. Donc les house shows, ce sont les shows qui ne sont pas filmés, qui ne sont pas télévisés, avec Becky qui est déjà suspendue et qui arrive sur le ring et qui viole tout simplement sa suspension et qui va casser la gueule de ses rivales du moment. Et juste après ça, on a Charlotte qui arrive sur le ring pour faire une promo. Ok, elle fait une promo, ensuite elle va s'asseoir pour commenter le match de championnat féminin division Raw entre Ruby Riott et Ronda Rousey. Ruby Riott, elle se fait défoncer en à peine 2 minutes, dont 1 minute passée à l'extérieur du ring. Donc Ronda Rousey, elle met les choses au clair. Par contre, ensuite, j'en ai parlé dans le podcast de Catch Club que Ali a mis sur sa chaîne hier. Ensuite, on a un truc qui m'a énervé au possible. Becky Lynch, elle est suspendue. On est d'accord. Au niveau de la storyline, c'est absolument pas un problème. Qu'elle ait réussi déjà à intervenir une fois lors d'un house show, qu'elle ait réussi à pénétrer la salle, qu'elle ait réussi à traverser la foule jusqu'à ce qu'elle arrive au ring, ok, why not ? C'est pas un problème si une fois elle arrive à le faire. Par contre, là, on est en pay-per-view. Donc déjà, si on est en pay-per-view, a priori, si on est dans un monde, si tout ça est réel, parce qu'il faut pas oublier que le catch, faut partir de on sait que c'est faux, mais il faut essayer de le représenter de la manière la plus réaliste, on est d'accord. Là, donc, Becky Lynch, elle arrive sur des béquilles à travers la foule. Donc déjà, elle a de nouveau réussi à rentrer dans la salle alors qu'elle est suspendue. Ensuite, elle a réussi pendant 3 plombes, parce qu'avec les béquilles, elle marche à 2 à l'heure. Elle a réussi à traverser toute la foule. Au moment où elle passe les barrières, vous allez voir, il y a un vigile qui est à côté d'elle à 1 mètre. Le vigile, il est comme ça. Et il la regarde, il la laisse passer. Si elle est suspendue, les mecs, ils ont tous une consigne en disant « Becky Lynch, elle est déjà intervenue en house show. Si elle refait ça ce soir, vous la foutez dehors parce qu'elle n'a pas sa place ici, elle est suspendue. » Le mec, il est là, il la laisse passer tranquille. Donc, crédibilité 0. Ensuite, elle prend de nouveau 3 plombes à monter dans le ring. Elle fait mousser le truc. Je comprends que c'est du catch. Elle fait mousser le truc, elle regarde la foule chante « She's the man », etc., etc. Pendant tout ce temps,
Je sais pas, c'est super long, hein, ça fait presque 1 minute 30, 2 minutes. Il n'y a toujours aucun officiel, il n'y a personne, aucun garde, aucun flic, rien qui ne soit venu soit de la foule, soit des coulisses pour la renvoyer. Elle est suspendue. Elle est suspendue. Enfin, suspendue, ça veut dire suspendue. Quand on se fait renvoyer du collège, par exemple, pendant une journée, si on se pointe le lendemain, on n'est pas accepté. Je veux dire, c'est suspendu, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ben non, finalement, elle fait quand même une razzia, là, elle défonce tout avec ses béquilles, d'où le surnom Becky Lynch, hein, je pense. Enfin, je pense que ça vient de là. Et donc elle continue jusqu'à ce que finalement il y ait des gens qui viennent la stopper. Et pendant qu'elle a défoncé Charlotte et Ronda Rousey avec les béquilles, franchement j'ai trouvé ça extrêmement... comment dire, c'était pas du tout professionnel. Le catch, d'accord, on en chie, j'en ai fait pendant de nombreuses années, c'est extrêmement dur, mais la consigne numéro 1, c'est de se protéger et de protéger l'adversaire. La manière dont Becky Lynch a balancé ses coups de béquille, je suis d'accord qu'on veuille garder une certaine légitimité, authenticité, vraie force et crédibilité à tout cet angle, mais on peut le faire en protégeant son adversaire. La manière dont elle a mis les coups de béquille, franchement, ça m'a outré, parce qu'elle a tapé n'importe comment, dans n'importe quel sens, et c'était vraiment très risqué. Même Ronda Rousey s'est pris plusieurs coups dans la tête, elle a saigné, donc c'était pas du tout safe, et j'ai pas trouvé ça professionnel. Alors je sais pas si c'est une consigne de la part des agents en disant bon bah les filles, il va falloir faire il va falloir man up un petit peu, il va falloir prendre sur soi parce qu'on va le faire 100% réel entre guillemets, et Becky Lynch va mettre des coups dans tous les sens. Peut-être que c'est des consignes. Si c'est des consignes, franchement c'est de la merde. Il faut pas mettre les catcheurs et les catcheuses autant en danger. Et si c'est pas des consignes, et ben tout simplement c'est un comportement qui n'est pas professionnel. Je suis désolé de le dire de sa part. Parce qu'elle a tapé n'importe comment, elle a tapé dans les articulations, elle a tapé dans la tête, elle a jamais tapé une seule fois de manière contrôlée sur un endroit qui est sécurisé, c'est-à-dire en général le haut du dos, ou aller éventuellement les fesses, ou peut-être un peu le côté de la cuisse encore, bien que c'est pas pour rien qu'on appelle une béquille, hein, quand on se met un coup de genou dans la cuisse comme ça. Donc non, j'étais pas du tout content. Bien que le résultat final de l'angle soit très positif, la foule était vraiment bien excitée, pas surexcitée, mais la foule était bien chaude par rapport au fait de voir Becky, Charlotte et Ronda Rousey en même temps dans le ring. Donc je pense que l'ambiance à WrestleMania, si le match à 3 a effectivement lieu, ça va être quelque chose de tout à fait spécial. Mais l'exécution de l'angle, depuis la suspension qui finalement ne sert à rien, jusqu'au coup de Becky qui sont extrêmement dangereux, moi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé cet angle, mais je salue finalement le fait que ça fonctionne et que ça permette de construire encore un petit peu plus la feud, même si, depuis, parce qu'on a 2 semaines de retard, on a pu constater que la passion pour la foule envers Becky Lynch, elle s'amenuise de semaine en semaine, et j'ai peur que si ça continue, ils n'arrivent pas vraiment à la récupérer parce qu'ils n'ont pas capitalisé à fond sur Becky Lynch au moment où il fallait le faire. Ensuite, 11 minutes dans un no DQ, Baron Corbin contre Braun Strowman. Vous connaissez mon avis sur Baron Corbin. Je sais pas. Il n'y a pas si longtemps, je veux dire, c'était le Royal Rumble. Il y avait Braun Strowman qui allait challenger Brock Lesnar, qu'on a retiré du main event parce que, dit-on, Vince McMahon ne voulait pas une fois de plus le faire perdre. On l'a remplacé par Finn Balor. Là, on est un mois plus tard, le mec il perd. C'est un ODQ, d'accord, il a été tabassé par 3 autres catcheurs, avec Lashley et Drew McIntyre qui sont arrivés, mais ça n'empêche pas que voilà, le mec il est comme un pauvre gars dans le ring, il se fait défoncer, il perd le match contre Baron Corbin, et il disparaît petit à petit, il disparaît de la scène de main event, et puis il régresse de semaine en semaine. Les gens ils s'en foutent, c'est juste un big man, voilà, un monstre gentil. Voilà, c'est un monstre gentil, Braun Strowman en ce moment, et il est plus du tout crédible en tant que potentiel nouveau champion. Voilà, je regrette quoi, SummerSlam 2017. Putain, le match il était bien là, avec Strowman, Joe. C'était un match à 3 ou ils étaient 4? Oui, c'était 4. J'oublie le 4ème, excusez-moi. Ouais, Lesnar, Strowman, Joe à SummerSlam 2017, c'était un putain de match. Il y avait beaucoup de moments où Strowman était très crédible dans l'année qui vient de s'écouler maintenant. Voilà, et puis alors Baron Corbin, bon,
Allez, on va passer outre. Par contre, effectivement, on en a parlé déjà hier dans le... Qui c'est qui m'a envoyé les messages? Donc oui, le Powerbomb à 3, on en a parlé hier dans le podcast de Catch Club. La manière dont les trois, Lashley, Drew McIntyre et Baron Corbin ont fait un Powerbomb, ça rappelle beaucoup le Shield, donc il est très probable qu'à WrestleMania on est... bah non, parce qu'il y a Seth Rollins qui affronte Brock Lesnar, donc on va voir comment ça se goupille. Par contre, au moment où j'enregistre cette émission, on vient d'annoncer que lors de Fastlane, il y aura Seth Rollins et Roman Reigns qui vient tout juste de revenir contre, effectivement, Bobby Lashley, Corbin et Drew McIntyre. Ensuite, on a eu 37 minutes de main event pour l'Elimination Chamber masculin. Alors qu'est-ce qu'on a eu? On a d'abord eu Joe qui était le premier éliminé, alors que Jeff Hardy et Randy Orton sont toujours pas sortis. Donc ça aussi c'est un petit signe pour les nanas. On peut garder le match très très court, enfin en tout cas le raccourcir au maximum. On n'est pas obligé d'attendre que toutes les femmes arrivent dans le ring. Ils l'ont fait avec les hommes et ça a bien marché. On a eu pas mal de bumps, on a eu des chutes qui parfois étaient assez inquiétantes, notamment le Swanton de Jeff Hardy là, quand il avait mis c'était Jay Styles je crois sur le top turnbuckle. Franchement c'était un Swanton super risqué parce que la manière dont il atterrissait, il aurait pu se défoncer les genoux comme Seth Rollins à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez, il avait fait c'est un Sunset Flip Powerbomb sur Kane. C'était en quelle année? 2015, 2016, je sais déjà plus. Et voilà, la manière dont il atterrit, son genou s'est complètement tordu. Et Jeff Hardy, là, il aurait pu faire exactement la même chose. Par contre, après ce Swanton, Daniel Bryan arrive direct avec le running knee et il élimine Jeff Hardy. Donc ça, c'était une bonne petite séquence. De manière générale, la foule était, on va dire, moyennement dedans. Faut pas oublier que le show est vachement long. Hein. C'était plus de 3h15, 3h20. Enfin, je sais pas pourquoi est-ce que la WWE cherche de plus en plus à faire des shows qui sont trop longs. Si les takeovers d'NXT sont super cool, c'est aussi parce qu'ils arrivent à maîtriser la durée. Là, les pay-per-view qui durent 3 heures, franchement, il y a des moments, ça devient chiant à regarder et c'est compliqué à regarder en une seule fois et en restant, impliqué dans le truc. Donc, la foule est moyennement dedans. La foule se réveille quand même pas mal au moment où AJ Styles se fait éliminer, une sorte d'élimination surprise par Randy Orton. AJ Styles part pour le Phenomenal Forearm et il se fait contrer direct par Randy Orton en RKO. Donc ça c'était super. Et peu après, Kofi élimine Randy Orton avec le Trouble in Paradise. Et c'est là le moment pivot du match. Kofi Kingston est tout seul avec Daniel Bryan dans le ring. Et là, la foule explose. Elle explose d'anticipation. Elle veut absolument que Kofi Kingston gagne, parce qu'on rappelle qu'avant Elimination Chamber, bien Kofi Kingston il a gagné sa place dans le match en battant Daniel Bryan, donc il y a une sorte de crédibilité, même si elle est court terme, de Kofi Kingston qui va pouvoir espérer se rapprocher du titre. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Franchement oui, je sais pas combien a duré la partie finale de ce match à deux. Presque 10 minutes peut-être, 7-8 minutes, c'était en tout cas assez long, c'était super bien fait, il y a eu des dégagements, qu'est-ce que j'ai mis quand il claque le SOS, je veux dire on est à ça qui remporte le championnat. Franchement la foule elle était à fond dedans, c'était génial, ça m'a rappelé toute proportion gardée parce qu'à l'époque c'était un petit peu moins long. La fin de l'Elimination Chamber 2012, Daniel Bryan était déjà champion et à la fin de l'Elimination Chamber, ils étaient trois. Il y avait Wade Barrett, Santino Marella et Daniel Bryan. Wade Barrett se fait éliminer, alors je ne sais plus qui l'a éliminé, si c'était Santino ou Daniel Bryan. En tout cas, toujours est-il qu'à la fin, il restait Santino, personnage comique, beaucoup plus comique que Kofi, mais disons voilà, dans l'idée c'est un petit peu la même chose. Et même si on ne croyait pas franchement à ce que Santino gagne la ceinture en 2012 et qu'ensuite il aille à WrestleMania, c'est une des fins de match les plus palpitantes qu'il y ait eu depuis ces 10 dernières années, parce que la foule s'est mise à rêver, et c'est ça la beauté du catch, de se mettre à rêver en se disant, je sais que non, mais
allez, peut-être. Eh bien, c'est exactement ça ce qui s'est passé aussi aujourd'hui avec Kofi Kingston, dans le même contexte, avec le même catcheur. Et c'est pour ça que ça me fait dire que Daniel Bryan est un vrai génie et que c'est essentiellement grâce à lui qu'on arrive à de tels résultats. Alors, il y a de nouveau eu cette histoire de finish contré qu'on avait déjà eu dans le match par équipe au début du show avec Miz. Là, j'ai pas aimé. Kofi Kingston, il fait le Trouble in Paradise et Daniel Bryan arrive à le contrer. Donc ça décrédibilise le finish. À la limite qu'on fasse comme ils le font de temps en temps au Japon, c'est-à-dire il claque le finish, le mec se dégage au compte de 1. Tu vois, il est boosté par l'adrénaline, enfin voilà, on peut trouver pas mal d'explications, mais en plus d'un dégagement après un finish, il a l'énergie, la lucidité et la capacité physique à contrer tout le bordel pour faire un tombé. Non, pour moi, ça m'a vraiment étonné de voir quelque chose qui, ouais, de nouveau, qui est un petit peu illogique. Et pour ce qui est du finish, bah oui, Kofi Kingston monte au-dessus du pod, là, de la cellule. Il fait un énorme frog splash, raté. Il se retourne, Daniel Bryan arrive, boom, running knee, 1, 2, 3, terminé. Quelle fin, franchement, quelle fin. 37 minutes de match, il y a peut-être une grosse demi-heure qui était sympa sans plus. Et par contre, la fin était vraiment super. On y croyait. On se disait que peut-être Kofi Kingston allait quitter le Toyota Center de Houston avec la ceinture de champion WWE, mais non. Et voilà, donc dans ce match de 37 minutes, moi j'ai vu 2 matchs, comme je le disais. Le premier, sur lequel j'ai mis 3 sutures et demi. Et puis la fin, la toute fin entre Kofi Kingston et Daniel Bryan, qui était vraiment géniale, pour laquelle j'ai mis 4 sutures et demi, ce qui nous fait une petite moyenne pour ce match de 4 points de suture. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer la review d'Elimination Chamber version 2019. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur les vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas, comme toujours aussi, à donner vos réactions à vous du show pour qu'on en discute un petit peu ensemble dans les commentaires. Et puis, bah voilà, moi je vous retrouve dans tous les cas samedi prochain sur la chaîne avec le podcast de Catch Club qui sera mis sur Wrestling Clinic pour la première fois. Et puis, bah comme d'habitude, au gré des envies, au gré des événements, je vais vous partager d'autres vidéos sur la chaîne cette semaine. Mais je vous en dis pas plus, comme ça vous gardez l'œil vif. N'oubliez pas donc de cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sans vous dire quand est-ce qu'elle aura lieu. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pas grand chose, si ce n'est regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, ciao ciao.